Dans un instant, retrouvez une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 7 septembre 2022, avec l'écrivain, poète et scénariste belge Antoine Wauters, à l'occasion de la parution de son livre « Marmout ou la montée des eaux » aux éditions Verdier, prix Livre Inter 2022, mais également lauréat du prix Marguerite Duras et du prix Vepler. Bonne écoute. Et merci d'être là si nombreux pour donc la reprise des rencontres à la librairie pour cette nouvelle saison. On est très heureux finalement de commencer la saison avec un livre de l'année dernière, un des plus beaux romans de la saison de l'année dernière. Merci beaucoup Antoine d'avoir finalement réussi à venir, parce que la dernière fois, ça n'avait pas été possible à la dernière minute à cause de l'enregistrement d'une émission de radio. Voilà, donc on est très très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Donc, nous allons évoquer ce soir votre dernier roman, Mahmoud ou la montée des eaux, paru chez Verdier. C'est votre 4e livre chez Verdier. Il y a eu des expériences aussi en poésie chez des petits éditeurs en Belgique, et puis des récits aux éditions Chênes. Alors bon, je pense que c'est ce qu'on se disait, à peu près tout le monde a dû lire le livre, donc je vais pas vous faire un résumé non plus, mais peut-être pour commencer, Antoine a bien accepté de lire le premier chapitre, parce que je trouve aussi que ça peut être très bien d'avoir cette musique comme ça en tête du premier chapitre. Donc on va peut-être commencer directement avec ça. Hop. Merci d'être venu. Et désolé pour la fois précédente, mais bon. C'était pas possible. Au début, les premières secondes, je touche toujours mon cœur pour vérifier qu'il bat, car j'ai le sentiment de mourir. J'ajuste mon masque, me tenant à la proue, je fais des battements de jambes, le vent souffle fort, il parle, je l'écoute parler. Au loin, les champs de pastèques, le toit de la vieille école et des fleurs de safran. L'eau est froide malgré le soleil et le courant chaque jour plus fort. Bientôt, tout cela disparaîtra. Crois-tu que les caméras du monde entier se déplaceront pour en rendre compte ? Crois-tu que ce sera suffisamment télégénique pour eux, Sarah ? Qu'importe. Agrippé à la proue, je vois mon cabanon, une vache qui paît en dessous des arbres, le ciel immense. Tout est loin, de plus en plus loin. J'enfile mon tuba, je fixe ma lampe frontale afin qu'elle ne bouge pas, et je palme lentement pour maintenir mon corps d'aplomb. Je prends ensuite une grande, profonde respiration, et tout ce que je connais mais que je fuis, tout ce que je ne supporte plus mais qui subsiste, tout ce qui nous tombe dessus sans qu'on l'ait jamais demandé, je le quitte. Une sensation exquise, la meilleure. Bientôt je coule, je disparais, mais je n'ai plus peur car mon cœur s'est habitué. L'eau me porte, pleine de déchets, je les ignore. Des algues mortes, je les ignore. Je ne veux rien voir de la nuit. Tout est jaune et vert trouble à ces grandes profondeurs, l'eau de plus en plus froide, pure. Si j'éteignais ma lampe, il ferait noir. Et en dehors des bulles d'air que je relâche parcimonieusement et du plancton tout contre moi, il n'y aurait rien. Je palme encore. À cet endroit de la descente, je pense à toi, dans notre lit, immobile sans doute, ou sous le prunier, en train de lire les poètes russes que tu aimes tellement. Maïakovski, Akhmatova. Ton cœur est un buisson de lumière chaque fois que tu lis les poètes russes. Et moi, je n'arrive plus à te dire que je t'aime. Nous avons connu Beyrouth et Damas, Paris, où mes poèmes nous ont menés l'été 87. Nous avons joui l'un de l'autre de nombreuses fois, vécu ensemble sans le moindre tarissement, connu la peur, la faim, l'isolement. Et à l'instant où je te parle, je suis brisé, Sarah, séparé de ma propre vie. Je n'y arrive plus. Voilà. Quand on a perdu un enfant, ou plusieurs enfants,
ou un frère, ou n'importe qui comptant follement pour nous, alors on ne peut plus avoir un buisson de lumière dans le cœur. On ne peut plus avoir qu'un ridicule morceau de joie, un fétu minuscule, et on se sent comme moi depuis tout ce temps, séparé, détruit. Je continue de palmer, souple, toujours plus souple, pour ne pas blesser l'eau. Ne la blesse pas, vieille Elmachi. Tout en bas, le minaret de la grande mosquée, je tourne autour, c'est si beau. Des poissons, d'autres algues gonflées comme la chevelure des morts, les couloirs verts et or de ma lampe torche. Et plus haut, comme une aile d'insecte dans le vent, ma petite barque qui se dandine, ma petite tartelette de bois. Sans oublier le soleil qui, même ici, continue de me traquer. Mon grain de beauté me fait mal, mais je ne suis plus dans la lassitude des choses ici. Je suis bien. Ce n'est pas une distance physique, c'est du temps. Je rejoins ce qui s'est perdu, je rejoins le temps perdu. À la terrasse du café Farah, cherchant une table libre, je ne trouve que des bancs de poissons. Ils me fixent un instant avant de s'éclipser. Je remonte vers la barque, je sauve un papillon. Tout est là, je respire. Certains jours, il m'arrive de ne pas avoir la force de plonger. Le vent des regrets souffle trop fort et, assis dos au combat en repensant à mes années de prison, je comprends mes enfants qui ont pris les armes et sont partis se battre. Un instant, moi aussi, je veux lutter. Je le veux. J'en rougis. Puis je comprends qu'il n'y a plus d'ennemis. Nous sommes seuls. Seuls comme dans cette cellule où ils venaient percer mes ongles et pisser sur moi. Percer mes ongles, pisser sur moi. 3 ans. Je ne te l'ai jamais dit comme ça. Pardon. De l'été 87 date de notre retour de Paris jusqu'à l'automne 90. Nous avions déjà nos 2 fils et notre cher Nazifé. Tous les jours, il me faisait écrire des choses pro-régime, de stupides choses pro-régime. J'aime notre président, sa valeur n'a pas d'égal à mes yeux. Je n'ai jamais vu un président aussi sage que le président El-Assad. Je n'ai jamais vu un leader comme lui de toute ma vie et je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Il est le père du peuple, il aide les pauvres, il est contre l'injustice, contre la corruption, un arabe authentique. Chaque fois qu'il y a un problème qui nous menace, il est le seul à porter la nation sur ses épaules, etc. Je redescends sous l'eau, voir ce que ma mémoire n'a pas retenu, les arbres. Les arbres subsistent au fond du lac, mais il est impossible de les reconnaître. Certains ont conservé leurs bourgeons, de pauvres petits grelots mauves comme des doigts de pied d'enfant. Lorsque je braque ma lampe et tends la main en leur direction, je voudrais que tu vois ça. Ils remuent faiblement, imperceptiblement, comme de petites menottes disant adieu. Je pense alors à nos enfants. Reste encore, Elmachi, ne pars pas. En bas, plus bas, à cette profondeur que je ne peux pas atteindre, je crois voir la porte défoncée, le tonneau à pluie, les rideaux bleus de la maison et derrière les rideaux et les carreaux brisés, maman qui me sourit en me faisant signe de la rejoindre, papa à ses côtés. Je palme vite maintenant. Levant les yeux, j'aperçois le corps déformé de grenouilles au-dessus de moi, leurs doigts écartés, leur ventre blond et rose, qui me regardent comme scotché à l'écran de lumière. Ma barque semble loin, le poids de l'eau sur mon cœur, je le sens, comme la masse qui appuie sur la base du barrage, prête à le rompre. Mes poumons sont complètement vides. Avant, je ne pouvais pas descendre aussi bas. J'ai appris. Mais maintenant, je n'ai plus d'air. Remonte, Elmachi. Les bras contre le corps, je palme vers la lumière. Le monde, cette beauté détruite par la peur. Champs de pastèques, concombres, lumière et ciel. Mon cabanon est là, planté entre 2 pics 3 mètres au-dessus du niveau de l'eau, bien caché, à l'écart, extrêmement bien caché. Je m'enroule dans ma chemise jaune, je marche. À quelques kilomètres seulement, il montre le sud, des civils sont tués. Là, il continue de montrer le sud, on coupe des têtes. Et là, il montre l'ouest, c'est le noir et la nuit. D'autres têtes coupées, Sarah, des enfants aux doigts raidis pour toujours. Je sens ton souffle, tu es là, tu viens de fumer, je le sais, c'est ton secret. Tu as toujours fumé en cachette. Où vas-tu?
Pourquoi pars-tu déjà ? Je t'entends murmurer des choses à mesure que tu t'éloignes. Tous les jours la même chose, mon amour. Tu me demandes, disparaissant, si j'ai plongé comme je le voulais, si j'ai pu lire et écrire comme je le voulais. Mahmoud, tu dis mon nom, doucement, avec tendresse. Fais chauffer l'eau du thé, Mahmoud. Puis tu t'en vas, et pendant que je pense à nos enfants partis, et que le poids de la terre écrase mes tempes, je sens que j'ai besoin d'être seul et de pleurer. Quand sait-on qu'un de nos enfants est mort, Mahmoud ? Quand en a-t-on la certitude ? Tu reviens sur tes pas, tu poses ta main sur moi. Aujourd'hui, dis-tu, j'ai eu l'impression d'accoucher de Nazifé, la même douleur, sauf que cette fois elle rentrait dans mon ventre, notre fille rentrait en moi. Je caresse ta joue froide en regardant la lune, Sarah. Je ne dis rien. Mon plat de concombre est vide. Le monde entier est vide. Sommeil, viens. Merci beaucoup. Effectivement, c'est saisissant de voir à quel point tous les éléments du livre sont dans ce chapitre 1. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste finalement de Mahmoud ? C'était le désir d'écrire sur la Syrie ? C'était le désir de prendre un personnage et d'en faire une recherche du temps perdu ? Qu'est-ce qui est arrivé en premier ? C'est, je crois, un peu plus compliqué dans la mesure où quand j'ai commencé à m'intéresser en fait au début à la Syrie, à ce qui s'y passait, j'étais dans une période où j'avais plus du tout envie d'écrire de livres, plus du tout envie de publier non plus. J'étais lassé. Et cette lassitude, ce doute que Mahmoud laisse entendre en fait dans les pages du livre, c'était des choses qui me traversaient à l'époque. Le sentiment que tout ce que je pouvais faire, y compris les choses dans lesquelles j'avais mis le plus d'énergie, l'écriture, le fait d'essayer de se battre avec les armes dérisoires que sont les stylos, que sont les écrans d'ordinateur, en tout cas l'arme qu'est la littérature, même ça me semblait vain, particulièrement en regard de ce qui se passait là-bas, mais en regard aussi de la manière dont le monde va aujourd'hui, y compris dans nos régions. Et j'étais un peu terrassé par ça, et je me suis dit que plutôt que de me laisser ronger par un sentiment d'impuissance qui très souvent peut se changer en quelque chose de plus noir, de plus lourd à porter, et j'ai essayé de comprendre en fait d'un peu plus près ce qui se passait vraiment là-bas en Syrie. Et au début, c'était pas une envie d'écrire un livre, ni un roman, ni un roman poétique, c'était juste essayer de pratiquer l'empathie et de me souvenir que dans cette région du monde où l'écriture a vu le jour, où l'agriculture a vu le jour aussi, une région qui est historiquement extrêmement importante, essayer de comprendre pourquoi, depuis tant d'années, ce peuple est constamment écrasé par des dictatures, et là, en l'occurrence, par une famille de dictateurs, les Assad. Et de fil en aiguille, ces recherches-là m'ont mené à découvrir le travail documentaire d'un cinéaste syrien à qui le livre doit pratiquement tout, qui s'appelle Omar Amiralay. Et à partir de là, je me suis dit que j'allais écrire non pas l'histoire globale de la Syrie, au sens d'une géographie qui serait étendue, donc essayer d'écrire sur toutes les zones de la Syrie, mais je me suis dit, je vais garder ce lac avec toute la symbolique très simple qu'il peut représenter et essayer de descendre en profondeur, comme quelque chose de stratifications. Essayer de voir comment un lac qui a englouti toute une zone d'habitation pouvait être le marqueur finalement une métaphore de ce que fait la guerre aux hommes, de ce que fait une dictature. Et puis ça rejoignait aussi des thématiques qui là, je crois, valent bien évidemment au-delà du contexte syrien. Qu'est-ce que c'est la mémoire ? Qu'est-ce que c'est l'oubli ? Qu'est-ce que c'est la nostalgie ? Dans quelle mesure est-ce que, même si on n'est pas entouré d'un lac qui a englouti nos années d'enfance ou nos années de jeunesse, dans quelle mesure est-ce qu'on n'est pas toujours en train d'évoluer dans ces eaux-là ? Et c'est parti comme ça. Alors c'est peut-être la ville engloutie, on voit dans le livre on le prend au niveau métaphorique, mais est-ce que ça c'est vrai ? C'est un élément qui est... Ah oui, ça, c'est... il y a vraiment une ville...
Enfin, vous avez lu le livre et j'ai même poussé le vice jusqu'à mettre, je ne sais pas si on peut appeler ça un glossaire, en tout cas des notes à la fin du livre. Le lac qu'on appelle le lac Assad aujourd'hui, il est lié à la construction réelle d'un barrage, le barrage de Tabqa, et qui a eu pour effet d'engloutir une partie de cette vallée de l'Euphrate, et donc d'ennoyer des villages entiers. Donc il y a eu 10 000 ou 15 000 familles qui ont dû être relogées, déplacées. Et c'est là qu'ils ont d'ailleurs créé une ville tout à fait nouvelle, une ville en béton absolument moche, et puis moche aussi parce que la guerre en a fait quelque chose d'encore plus moche. Mais donc la ville de Tabqa et tous les gens de cette région ont dû partir. Et donc, effectivement, mais comme ici en France, c'est à Tignes aussi, où je pense, où il y a différents lacs comme ça, des lacs aussi. Voilà, des barrages qui ont eu cet effet-là. Et moi qui suis un grand nostalgique, évidemment, imaginer ce vieil homme sur sa barque et me dire que, à peu de choses près, il pouvait éventuellement retrouver, en plongeant, le minaret de la mosquée, l'école où il avait passé ses jeunes années, je me suis dit, il faut que tu essayes de descendre, il faut que tu essayes de comprendre, de voir surtout, et puis de le donner à ressentir. Et il fallait impérativement qu'il soit poète, Mahmoud? Non, mais j'avais envie de pouvoir parler de ça, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, même ce que je fais là maintenant, dans quelle mesure est-ce que ça peut encore avoir du poids à une époque qui est saturée de mots, de discours, de slogans, à une époque où on est aussi constamment bombardé d'images de guerre notamment. Et j'ai pensé que prendre le contre-pied de la plupart des livres que je lisais à l'époque, et même peut-être encore maintenant, c'est-à-dire me dire, je m'en fous complètement que ce soit de l'actualité. J'ai pas du tout envie d'en faire un roman qui sera un roman, comme les Américains le disent, un page-turner, quelque chose, mais faire l'inverse. Essayer de célébrer dans le personnage d'un plongeur poète et âgé, essayer de célébrer la lenteur, essayer de valoriser un regard tout à fait différent sur le monde et de pousser le curseur jusqu'à effectivement faire de Mahmoud quelqu'un qui, au milieu de la guerre, professe une chose finalement assez rare aujourd'hui, c'est la douceur, quoi. La recherche de la douceur et essayer que son poids humain, que son impact humain soit le plus infime sur tout ce qui l'entoure. Oui, il y a même quelque chose presque de contradictoire chez Mahmoud, dans la douceur qu'il a de la voix poétique, qui vient se confronter avec la violence du monde qu'il a sous les yeux depuis plusieurs décennies. Mais je crois qu'aussi, ici en Occident, on a toujours une vision, pourtant on a connu des guerres, mais on a, quand on pense à ces conflits-là, une vision qui est parfois un peu, je sais, peut-être un peu simplifiée, mais on se dit, tout est terrible, tout est atroce. Évidemment que c'est atroce largement. Moi, je me souviens que j'avais fait un long voyage au Liban, quelques années avant, et j'ai rencontré un comédien, c'était sur les hauteurs de Beyrouth, qui me disait, pendant la guerre civile au Liban, certes, c'était terrible, mais sur ces hauteurs de Beyrouth, dans les petits villages qui étaient pas encore trop touchés par la guerre, puisqu'à ce moment-là, les bombardements visaient vraiment Beyrouth, il disait, on a connu quelque chose qu'on n'a jamais pu revivre par la suite. C'est-à-dire que les pères de famille, les mamans qui travaillaient, les vieux, les enfants, restaient dans les villages. Et il en parlait avec, c'était pas une contradiction, mais un sentiment extrêmement ambivalent. Et quand on va dans ces zones-là, on voit les impacts de balles sur les immeubles, etc. Et en même temps, jamais comme là-bas, je n'ai ressenti une telle envie de vivre. Et chez certains, la violence, effectivement, on ne peut pas la contenir, mais chez d'autres, ça génère autre chose. Mais c'est pas pour rien que la poésie prospère dans les endroits où la violence est la plus grande. Je crois en tant qu'humain, mais en tant qu'être naturel et vivant, on a toujours tendance à osciller, quoi, d'un extrême à l'autre et peut-être à contrebalancer ce qui nous est insupportable en essayant de faire un petit contrepoids. Et la poésie, à mon avis, sert à ça en partie. C'est pour ça que vous avez... Alors oui, je voulais vous poser la question aussi des inserts en italique de poésie
Ça, ce sont les extraits vraiment de poésie syrienne. Hein. Donc, je tenais quand même à ce qu'il y ait une distinction entre la voix de Mahmoud, qui est un peu la mienne, et tous les auteurs syriens que j'ai découverts en fait au moment où je faisais ces recherches dont je vous parlais. Et c'était une source extrêmement importante parce qu'on se rend compte qu'en marge de l'actualité, en marge des journaux, des flash infos, à l'époque, autour de 2011, des printemps arabes, on en parlait encore de la Syrie. Quelques années plus tard, quand moi j'ai commencé à m'y intéresser, c'était de temps en temps, on parlait d'une ville qui avait été bombardée voilà, mais c'était très très mince. Et ce qui est intéressant, je me suis beaucoup basé sur une anthologie contemporaine de poètes syriens, mais beaucoup ont écrit sur ce qui se passait là-bas. Et beaucoup avec des sentiments extrêmement ambivalents d'ailleurs, se disaient, vouloir changer de régime, vouloir plus de liberté, évidemment qu'on le veut tous, mais il ne faut pas oublier qui on a face à nous et comment cette dictature est enracinée vraiment dans l'ADN du pays, puisque la naissance de la Syrie moderne, c'est la Syrie des El-Assad. Donc c'était très compliqué de changer de régime et de braquer, pour faire une métaphore. Donc voilà. Oui, puis Mahmoud est doublement pris en tenaille avec d'un côté le régime et de l'autre côté Daesh qui est là aussi, parce que le barrage est un enjeu stratégique Absolument. Qui a été pendant très, très fort. Oui. En 2017, le titre vient de là. Hein. C'était qu'en 2017, c'était Daesh qui tenait la zone. Et le barrage était bardé d'explosifs. Oui. Et donc, les ingénieurs chargés de la maintenance et de cette espèce de régulation, mais très fine, du niveau des zones, ne pouvaient pas faire leur travail. Et donc, en plus de cette guerre, en plus de tout ce que ça générait, il y avait cette menace d'un déluge sans précédent, puisque c'est un barrage masse, un barrage poids. Donc, c'est colossal. Ça fait plus de 60 mètres de large. Et ça contient des milliards de mètres cubes d'eau. Donc, si on imagine que le sommet de ce barrage est atteint, avec la poussée de l'eau, évidemment, la structure va s'effondrer en partie. Et donc, jusqu'aux plaines de l'Irak, ça allait être un vrai déluge. Et cette image-là, je me suis dit, tout y est. Et puis le père de Bachar el-Assad, Hafez, quand il a pris le pouvoir, justement, un de ses premiers gestes, c'était de dire « on va construire ce barrage-là ». Et on va montrer comment l'homme, un peu comme le disait Descartes, peut être maître et possesseur, se rendre maître et possesseur de éléments naturels. Et se dire que une cinquantaine d'années plus tard, ce même barrage pouvait engloutir la population, je me suis dit, ça résume en fait assez bien ce que cette politique a donné. Et je pense parfois que les images les plus simples sont les plus parlantes, en fait. Et je crois que il y a eu d'autres livres qui sont sortis il y a un an, au même moment au moment où ce livre est paru. Et je me souviens d'un livre qui s'appelle Furie, d'une autrice chez Actes Sud, Julie Ruocco, je pense. Et elle avait... Mais les deux livres se complètent. Elle a fait un livre très horizontal. Elle a parlé de tout ce qui se passe en Syrie, jusqu'aux frontières, avec la Turquie, tout ça. Et c'est très intéressant. Mais moi, je m'en sentais pas capable, par contre, de faire ça. Donc, et puis je crois que c'est une sorte de tendance que j'ai et que je revendique, c'est d'essayer de creuser les choses, de pas les parcourir, vraiment d'essayer de descendre le plus loin possible. Et j'aime l'idée d'une forme de verticalité dans l'écriture et puis dans la pratique de la prose. Quelle valeur a la parole d'un vieillard dans un monde comme le nôtre ? Y a-t-il un sens à durer ? Le monde est obsédé par ça, occuper le plus d'espace, durer, faire triompher son camp, s'aligner son lieu, etc. Mm-hmm. Là, il y a quelque chose effectivement de l'idée de s'enraciner. Parce Mahmoud, il est quand même... dans les évocations comme ça, les flots qui viennent de mémoire d'enfance, de mémoire de jeune homme, c'est ça aussi...
Il est très enraciné. Il s'en va pas parce qu'il est enraciné, parce qu'il peut pas s'en aller. Il est piégé par ses souvenirs, quoi. Il est piégé. Dans un sens, il a très envie de rester dans ces eaux profondes, dans les eaux qui contiennent peut-être ce qui lui reste de joie. Et en même temps, il aurait envie de sortir de ces eaux-là. Il aurait envie de tout interrompre, de tout arrêter et d'en finir en fait avec tout ça. Et ce qui est étrange, c'est qu'en le relisant maintenant et une année après sa sortie et plusieurs années après la construction, l'élaboration du texte, je me rends compte que la voix de Mahmoud, elle est restée d'une certaine façon en moi, mais je mesure à quel point j'y ai mis de mon propre rapport à la littérature et à tout ce qui nous entoure, et je mesure combien je suis incapable d'écrire un livre, peut-être un vrai livre, dans le sens de quelque chose qui serait plus compact. Je trouve toujours que les romans sont trop bavards, qu'il y a trop de mots. Pour le moment, je lis énormément de romans et je prends mon stylo et je dis ça non. Mais c'est pas du tout une volonté de juger, parce que les livres sont très bons sans doute, mais j'ai envie de moins, toujours moins. Et je pense que le poème absolu, le plus beau poème, c'est un poème qui est très silencieux en fait, qui contient peut-être davantage de silence que de mots. Et je crois que c'est ça que j'ai essayé de faire dans ce livre, pour laisser aussi beaucoup de place à chacun et que chacun descende dans les autres ses propres souvenirs. Et je trouve parfois qu'on est trop guidé dans un roman. Et les mots, parfois, sont, pour moi, plus tellement des indicateurs ou des pistes qu'on peut suivre possiblement, mais des espèces de chemins très balisés, quoi. Et ici, j'ai essayé d'être dans une approche assez minimaliste. Victor Hugo, il est arrivé une fois au minimalisme. C'est le poème sur la mort de Léopoldine. Il y a juste, dans les contemplations, il y a juste la date et une ligne. C'est très bien. Voilà. Mais c'est très bien. Mais ça demande beaucoup de temps Oui. d'écrire court, de resserrer. C'est paradoxal. Hein. Je ne sais plus qui disait ça dans une lettre. Pardonnez-moi de vous écrire une lettre aussi longue, mais je n'ai pas eu le temps de faire court ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est très vrai, quoi. Je pense que c'est très vrai. Et du coup, alors, parlons un peu de cette forme poétique que vous donnez au livre, cette façon de couper la ligne et de revenir, qui crée une extension, qui crée même une invitation pour le lecteur à murmurer, à lire petit à petit à plus ou moins haute voix. Ça, c'est quelque chose qui s'est imposé dès le début, qui est contemporain du personnage de Mahmoud. Oui. Oui, c'est venu immédiatement sous cette forme. Il y a eu quelques changements, et puis il n'y a pas de coupe précise. Mais je voulais qu'on ressente une forme je voulais que ça tangue. Je voulais qu'on soit ballotté dans la lecture et que parfois on soit ballotté d'une façon qui peut-être est un peu disharmonieuse, quoi, mais que ça nous pousse à essayer d'aller voir derrière la ligne suivante. Et je trouvais qu'en termes d'expérience de lecture, c'était bien, en tout cas c'était envisageable. Et puis moi, c'est vrai qu'il m'est venu comme ça, très vite. Aussi parce qu'il s'agit quand même d'un pays en guerre, mais on pourrait probablement le faire aussi dans des contextes moins violents que la Syrie dont il est question ici, mais c'est tout. On trouve tout dans cette Syrie dont je parle, sauf de la stabilité, sauf la certitude qu'il y aura un nouveau jour, un nouveau lendemain et même une prochaine phrase. On peut être interrompu à tout moment. Et j'aimais cette idée que ça puisse s'arrêter, en fait. Et que visuellement, quand on prend le livre, qu'est-ce que c'est que cette espèce de chaos, finalement? Ça me faisait penser au terrain miné, avec toutes ces incertitudes, et puis aussi effectivement au mouvement de la barque de Mahmoud, qui graphiquement, c'est comme une plage presque. Oui, bien sûr. Ouais. Alors il y a quelque chose, vous n'aviez pas fini. Non, j'allais dire que c'est très difficile. Je pourrais parler de détails techniques dans l'écriture, du choix de certains mots, de certains rythmes, mais c'est vrai que ça, l'aspect, la découpe, hélas, je n'ai pas intellectuellement et rationnellement, il n'y a pas de recette, et je peux
difficilement le commenter, me l'expliquer. Donc peut-être que ce que je dis là est faux en vérité, hein. Que ce sont des espèces d'explications a posteriori, je ne sais pas. Sur le rythme, néanmoins, j'avais remarqué ça déjà la première lecture l'année dernière, et en le relisant, et même, je vais vous avouer, parce que pour le cas où vous n'auriez pas voulu lire le premier chapitre, je l'avais un peu répété. Dommage. Non, je pense pas. Mais il y a une accélération progressive entre le début et ce rythme comme ça, effectivement, l'immobilité dans la barque. Mais plus on arrive vers la fin, plus, quand on le lit quand on le murmure ou qu'on le lit à voix haute, on gagne en rythme de façon extrêmement saisissante. Il veut remonter, il a besoin Il n'y a plus d'air. Il a besoin de respirer, notre marmoute, je pense. Oui. Mais c'est ça qui est extraordinaire dans l'écriture et dans la littérature, c'est si vous avez ressenti des choses en lisant le livre, c'est évident que ces choses-là sont passées par moi aussi au moment où je les écrivais. Je pense que d'ailleurs c'est une très très bonne idée de faire lire les auteurs, en tout cas ceux qui aiment ça et qui acceptent de le faire, mais il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de plonger dans un monde qui effectivement ne semble que langagier, mais très vite, et c'est ça l'expérience jouissive de la lecture, c'est qu'on a l'impression que les mots disparaissent et qu'on accède à un univers de profond silence, de profonde pensée, où notre rapport à nous-mêmes, à notre identité profonde, où tout ça est presque dilué, n'existe plus, ou plus sous les formes habituelles, très contraignantes, habituelles, et on retrouve dans cet espace, pour moi l'écriture n'est pas une activité, c'est vraiment un lieu. C'est un lieu que je vais retrouver et peut-être je prends plaisir à essayer de partager, mais c'est vraiment un lieu et je crois que tout lecteur ressent ça. À un moment donné, il s'agit moins d'une histoire, ou il s'agit d'une histoire, mais aussi de cheminer, de descendre dans un ailleurs, un endroit où on est très bien. Il y a quelque chose là, il dit, écrire le dévorer, il y mettait sa vie. Or, écrire, je pensais, non, j'en étais sûr. Oui, là, c'est Sarah qui parle. Mais on va en parler de ça aussi, ouais. Pardon. Doit être sûr d'une chose simple, ou alors elle est intenable, comme vivre et comme aimer, mais il ne l'entendait pas de cette oreille. Ses yeux devenaient noirs comme la nuit. Quand il était dans son travail, il ne fallait pas le déranger. Et souvent, il s'en allait de lui-même, loin des enfants et moi, pour écrire à l'air libre, ne plus peser sur rien, ne pas blesser le monde. Ça, j'aimerais bien qu'on parle sur le ne plus peser aussi. Il y a ne plus peser, et puis dans ce passage-là, il y a aussi cette idée ou cette question, est-ce que vivre et écrire sont compatibles ? Est-ce que vivre heureux et écrire de façon régulière sont des choses qui sont possibles en même temps ? Et c'est une question qui traverse Marmoud, et c'est une question qui me traverse à peu près tous les jours de ma vie. Jusqu'ici, en tout cas, quand j'écrivais des livres, ou même quand j'écrivais tout court, même pour des textes qui n'ont rien donné, ça impliquait toujours que je tourne le dos à ce qui était le plus proche de moi, à ma famille, à mes enfants, à mes amis, et que je descende dans cet espace dont je viens de vous parler, dans ce lieu-là qui est très attirant, vraiment comme peuvent être attirants les fonds marins, comme quelqu'un qui fait de l'apnée et qui, à un moment donné, n'a plus envie de remonter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faudrait analyser ça de façon psychanalytique. Hein. Il y a des... Je ne garantis pas que ce soit très reluisant à ce niveau-là, mais bon. Et en fait, toujours est-il que c'est très difficile d'être à la fois pleinement dans ceci, dans une présence aux choses et aux gens, et d'être à l'écoute de toutes ces voix qui nous traversent. Et quand Sarah lui dit l'écriture doit être une chose simple, ou alors elle est intenable, et simple comme vivre et comme aimer, je pense qu'elle a vraiment raison. Pour moi, l'idéal de l'écriture, c'est de parvenir, tout en étant habité par ce monde-là, à pouvoir, je ne sais pas, être en train de réaliser sa sauce bolognaise ou de pouvoir être généreux, réellement généreux, de pouvoir être vraiment présent. Mais c'est très très difficile. C'est très très difficile, mais je pense qu'un jour j'y arriverai, alors mes textes seront encore plus minimalistes. Parce que c'est écrire de la poésie, on peut écrire des petits bouts de poésie comme ça au cours de la journée ou de temps en temps,
Mais un roman, même si ceci est un roman poétique, ça nécessite quand même d'être assez obsédé par les thèmes et de ne pas en sortir. Et donc, le fait de ne pas en sortir implique évidemment que tout le reste à ce moment-là est entre parenthèses. Ouais. Il y a aussi un gros morceau dans le livre, c'est le rapport donc, de la poésie avec la responsabilité du poète, mais aussi avec la censure. Parce qu'il y a quelque chose comme ça dans la carrière de Mahmoud, où il a à subir la censure, et où... mais c'est ça, parce que j'ai envie qu'on le lit aussi avec la poésie russe. Parce que je crois que c'est pas pour rien que c'est la poésie russe qui est là. Et que, voilà. Mais c'est vrai que parmi toutes les choses qui m'ont amené à écrire ce texte-là, c'était ça aussi. C'était de penser, mais de penser vraiment de très près à toutes ces personnes qui ont passé leur vie en prison, en Syrie, mais ailleurs, quoi, hein. Les exemples sont légion, il y en a plein, parce qu'ils ont simplement écrit des choses qui les traversaient. Et il y a ce poète syrien qui s'appelle Ferhaj Beragdar qui a passé une grande partie de sa vie en prison là-bas. Et j'ai lu son témoignage. Donc maintenant, il est toujours vivant. Il est en Suède et il raconte ce que c'était ces années d'emprisonnement. Et c'est lui qui raconte ce qui se retrouve finalement dans le livre, que à défaut de pouvoir pratiquer la poésie, il écrivait des poèmes mentalement. Il écrivait des poèmes en trempant le bout de son doigt dans un fond de thé et en essayant de tracer des motifs sur les murs de sa prison, ou en apprenant les vers qui le traversaient à ses codétenus. Et cette poésie-là restait tout le temps. Et il disait même que c'était la poésie qui lui avait servi à emprisonner la prison. Et c'est une chose formidable, et c'est vrai, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais dès qu'on regarde le durcissement des régimes politiques, on voit presque instantanément qu'il y a une réponse, et que dans notre monde où la poésie finalement a assez peu de place, on le voit, la rentrée littéraire bat son plein, ce ne sont pas des livres de poésie qui vont occuper les médias, ni nous-mêmes, enfin bon, mais ça pourrait être le cas. Ça impliquerait un autre rapport au temps, au silence, etc. Mais quand même, quand les temps sont très très durs, on se surprend même parfois à se dire, tiens, j'ai envie d'écrire ça, j'ai envie de le poser sur le papier, j'ai envie de m'expliquer cette chose qui reste nébuleuse. Mais je trouve ça extrêmement important. Et puis c'est beau, ce mouvement de pendule, quoi, cette espèce d'oscillation entre du très dur et quelque chose qui tend à ramener de l'humanité. Pour moi, c'est extrêmement important. Alors c'est le rôle du poète, peut-être même de l'écrivain en général, d'être aussi une veille politique et une conscience. Parce que j'essaye, ouais, mais c'est pas évident. Le livre qui a suivi, c'est pas évident, mais vous le faites ce livre-là est parce que la dimension politique, on peut pas elle est extrêmement, ouais. Elle saute au visage. Et puis c'est les moments où justement il y a le moins de voix poétiques dans. Ouais. Ah oui, parfois c'est très dur. Par contre, voilà, c'est très très dur. Ouais. C'est très brutal et très. Il me très semble, immédiat. j'ai toujours l'image du. C'est parce que j'ai une éducation très chrétienne, mais la culpabilité n'est pas absente de mon paysage mental, et j'ai très souvent l'idée que si je n'écris pas des textes qui sont engagés, je ne sais pas si je pourrais le dire comme ça, c'est encore autre chose peut-être, je ne sais pas très bien, mais j'ai envie de parler du monde tel que je le vois, tel qu'il me rend très nerveux, en colère. Et je me dis parfois, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nous, les écrivains, on sera punis pour avoir tourné le dos à ce qui dysfonctionnait si bien, ou si fort. Et le côté distrayant de la littérature, il en faut. C'est extrêmement important de partir dans des mondes imaginaires et de se donner ce plaisir-là. Mais pour moi, c'est extrêmement important aussi que nous... En fait, moi, je passe pas ma vie à écrire, je passe ma vie à regarder les choses et à essayer de ne pas être terrassé
par ça. Et essayer de transformer cette noirceur ambiante en quelque chose de lumineux, en quelque chose de puissant, en un souffle, et quelque chose qui nous permette peut-être de résister à ça. Et c'est un travail très difficile. Parce qu'il n'y a pas de cachette, moi j'ai pas d'autre travail, d'autres activités professionnelles, donc tous les jours c'est une hyper attention à tout ça. Donc effectivement il y a quelque chose de hautement politique, peut-être d'engagé, avec le risque, je crois que si je n'ai pas envie de faire de la littérature de divertissement, la littérature qui n'est plus que politique, elle est quand même souvent très difficile et pénible à lire. Donc, moi, je trouve que c'est important d'essayer de trouver un juste milieu. Ouais. Et c'est peut-être pour ça, alors, parce qu'il y a l'autre pan, c'est ces deux thèmes qui irriguent Marmoud, mais d'autres de vos livres aussi, c'est l'amour et la liberté. Alors, l'amour, la liberté, et aussi l'amour de la liberté. Oui, bah c'est... Enfin, bon, ça me semble évident. Hein. je crois que quand il dit qu'au tout début du livre, le petit extrait que j'ai lu tout à l'heure, quand on a perdu un enfant ou plusieurs enfants ou un être cher, qu'on ne peut plus avoir un buisson de lumière en nous, et là, c'est quelque chose dont je fais l'expérience très souvent. Et pour moi, écrire, c'est bien sûr parler d'une époque présente, essayer d'allumer des feux dans les consciences, mais c'est aussi un moyen extraordinaire de communiquer avec des choses qui ne sont plus là, avec des gens qui ne sont plus là, avec des mémoires qui sont en train d'être écartées, oubliées, détruites. Donc avec mes ancêtres, avec mes grands-parents, avec toutes ces personnes que j'ai aimées profondément et qui ne sont plus là. Avec mes propres enfants que je vois beaucoup trop peu, hélas. Et je sens combien l'écriture, c'est toujours être dans un dialogue entre du visible et de l'invisible, entre des choses qui sont là et des choses qui ne sont pas là. Et comment donc il y a un pouvoir qui est très fascinant. Et je ne sais pas si ça se ressent à la lecture, je ne sais pas si ce sont des choses qui passent, mais il est évident que si tous les jours de ma vie, l'écriture est là et vient me chercher, c'est pas du tout parce que j'ai envie d'écrire des livres. C'est qu'il y a une chose beaucoup plus profonde qui fait que j'ai besoin de retrouver des choses perdues. J'ai besoin de retrouver un contact étroit avec ces choses qui ne sont plus là et ces êtres qui ne sont plus là. C'est la seule chose qui m'importe. Le reste ne m'intéresse pas. Donc c'est, oui, c'est une nostalgie. C'est essayer de... J'essaie de ne pas être terrassé par tout ça, quoi. Et on porte tous ça, ces deuils-là. Mais en même temps, la vie est belle. En même temps, la vie doit rester belle. Et c'est certain que sans l'écriture, je me serais défenestré il y a très longtemps. Donc, ouais. Peut-être on peut, s'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont des choses à demander à Antoine Wauters ou des questions. D'abord, merci pour votre beau livre. Est-ce que vous envisagez de faire lire votre texte sur une scène de théâtre ? J'ai fait quelques lectures déjà avec un duo justement syrien au centre Pompidou et à Paris et dans une salle aux Beaux-Arts à Bruxelles. J'aimerais, mais ça nécessite, je sais pas, j'imagine des recherches ou de la prospection. Après une année de promotion et de voyages très réguliers, c'est vrai que ça me demandait une énergie que je n'avais plus. L'énergie que j'avais encore, j'avais envie de la consacrer à autre chose. Mais si, j'adorerais. Je crois que c'est vraiment... Alors c'est un livre à lire silencieusement, mais aussi à voix haute. Donc là, pour le coup, ça ferait sens. On m'a parlé enfin, j'ai reçu une ou deux demandes pour des adaptations en film, ce qui me semble absolument incongru et même un peu absurde. Mais de toute façon, par principe, je refuse parce que c'est comment détruire le peu de travail qui a été fait. Pour moi, c'est pas possible. Mais
Oui, je le souhaite, je trouvais ça bien. Je voulais juste savoir si vous étiez plongeur vous-même. Je suis un grand amoureux de la mer, ça c'est sûr, de la nage. En fait, je suis un athlète contrarié. Je suis venu à la littérature parce que je faisais de l'athlétisme à un niveau très haut en Belgique quand j'étais plus jeune. Et j'ai eu une blessure à l'adolescence qui m'a empêché de continuer. Et bizarrement, l'athlétisme, pour moi, c'était une manière on parlait de liberté, de ressentir ce frisson-là. Sentir à quel point on peut être grisé en se sentant bouger dans un espace, en sentant le vent sur soi, en sentant toutes ces choses-là. Hélas, mon père était quelqu'un qui aimait beaucoup la compétition, donc j'étais pas dans une approche poétique de l'athlétisme, mais j'ai quand même, à ma petite échelle, pu sentir ces vertus-là. Et comme je n'ai plus pu faire de compétition, que l'écriture est arrivée dans ma vie, à ce moment-là, j'ai remplacé effectivement la course par la natation. Et bien sûr que ces sensations de plongée, c'est des choses qui me... Par exemple, je crois que je ne sais plus si je l'ai lu tout à l'heure, si le passage où il y a les grenouilles, où on voit le ventre des grenouilles, ça c'est des choses que j'ai déjà pu expérimenter dans un lac pas très loin de chez moi avec une lampe frontale. Oui, Ce serait sidérant d'ailleurs. Hein. Je me suis dit que vous l'aviez vécu aussi. Oui. Et autre chose que je voudrais savoir, parce que du coup là vous parlez, c'est le monde du silence au fond. Et vous parlez de tous ces gens qui ont disparu, qui sont devenus silencieux. Je me demandais, c'est à eux que vous vous adressez quand vous écrivez? Est-ce que vous vous adressez à quelqu'un quand vous écrivez, en particulier? Enfin. Mais ça pourrait être tous ces individus qui ont sombré dans l'oubli et qu'on peut imaginer au fond de ce lac. Les océans, les fonds marins, ce sont des cimetières absolus. Mais en Syrie, bien évidemment, en tout cas dans le livre, on mesure bien combien ces personnes qui ont été tuées au combat sont présentes. Mais j'avais pas envie je voulais rester dans quelque chose d'extrêmement simple, qu'on entende uniquement la voix de Mahmoud et un tout petit peu celle de Sarah, parfois en contrepoint. Et j'avais ce simple espoir que ça nous permettrait ensuite de penser à ce qui se passe là-bas, mais en regardant ça de façon à ce moment-là très générale. Donc partir du particulier, de l'existence réelle et de la voix très précise de Mahmoud pour essayer qu'au final on se dise « Ah oui, ok, maintenant on va élargir la focale et on va voir ça sous un angle un peu différent qui englobe évidemment les centaines de milliers de personnes qui ont perdu la vie ou sans l'avoir perdu, qui ont été... enfin, dans le livre, il y a quelques éléments très crus, mais sont des choses qui se sont bel et bien passées et qui continuent de se passer encore parce que c'est malheureusement pas tout à fait fini et là c'est un silence tout à fait néfaste. La grande difficulté aussi d'avoir accès aux faits. Qu'est-ce qui se passe vraiment pendant une guerre? On le voit pour le moment avec l'Ukraine. Au début, ça nous intéressait tous. Et on avait l'impression qu'il y avait quelque chose de très important qui se jouait. Puis on s'est rendu compte que c'était aussi une guerre de l'information. Donc quelque chose qui était de l'ordre du discours. Et de fil en aiguille, j'ai le sentiment que ça nous a éloignés un petit peu tout ça. On se dit oui, mais finalement, c'est comme le reste. On ne sait pas ce qu'on peut croire, on ne sait pas ce qui est vrai. Et j'ai pensé, et je pense toujours qu'en marge des grands journaux télévisés, il faudrait un court journal de 10 minutes où des gens, mais qui se sont évidemment penchés de très près sur ces questions et qui connaissent la réalité, puissent nous en parler dans un langage différent, dans un langage extrêmement ouvert, pas forcément le langage de la poésie, mais cette voix des journaux télévisés, des médias aujourd'hui, je trouve qu'elle est devenue assez insupportable. Et elle ne donne pas à entendre cette humanité des gens qui se sont éteints. Merci. Bonjour, je voudrais vous faire part d'une réflexion. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que Bachar el-Assad est le premier dictateur à avoir détruit son peuple, ses villes, ses habitations, les êtres humains,
Parce que quand on regarde les guerres civiles menées par Pinochet ou Franco, on n'a pas d'équivalent. Quand on regarde même le régime nazi, on voit que Hitler n'a pas détruit ses villes. Ce sont les bombardements et les avancées des États-Unis et des Alliés et de l'URSS qui ont en grande partie détruit les villes. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une première mondiale et qui est absolument... on reste... Je pense pas du tout, malheureusement, que ce soit une première. Non, je pense que ce qui est très particulier ici, et moi en tout cas, ce qui m'a terriblement marqué, c'est quand vous parlez de Bachar ou de Hafez, parce qu'il y a eu son père avant. Si vous prenez le début des années 80, le massacre de Hama, Hafez el-Assad a détruit la ville entièrement, parce qu'il y avait une rébellion des frères musulmans qui avait effectivement tué une partie de sa garde rapprochée, et dès le lendemain, via son frère qui était le chef des services militaires sur place, ils ont détruit cette ville, quartier après quartier, maison après maison, etc. Mais cette pratique-là, on la retrouve quand même dans beaucoup d'endroits. Hein. Donc, mais non, moi la base, c'est cette idée que là où Hafez le père promettait à son peuple au début des années 70, et même un petit peu avant, puisque la construction du barrage, elle date de la fin des années 60, quand il dit « à partir de maintenant, cette électricité que vous n'avez pas, l'accès à l'eau que vous n'avez pas, des pâturages qui n'en sont pas et qui vous laissent constamment affamés, tout ça, à partir de maintenant, ça va changer. Et je vais vous offrir une Syrie moderne. » C'est ça son discours. Et quand dans les écoles, la propagande fait dire aux enfants, réciter aux enfants ces vers dont il est question dans le livre, hein, où il raconte vraiment comment au début des années 70, le cours de l'Euphrate a été dévié et comment il fallait rectifier tout ça par la main de l'homme, etc., etc. Mais bref, le message d'Hafez, c'était que tout allait aller pour le mieux. Et 50 ans plus tard, ces promesses-là, avec cette possible montée des eaux, m'apparaissaient comme un mensonge qui a enfin été démasqué, qui enfin trouve une visibilité assez irréfutable. Le bien de son peuple, il ne l'a jamais cherché, et son fils ne l'a pas cherché non plus. Et maintenant, Hafez Junior, qui va prendre la relève de Bachar, son fils, ça va se poursuivre sous une forme un peu différente. Entre Hafez et Bachar, il y a eu une forme de... Les choses se sont... Au début, on a pensé qu'il y avait un peu plus de liberté, mais en vérité, ce qui s'est passé, c'est que le capitalisme est arrivé par là. Et que là où les factures restaient globalement payables du temps du père, au temps de Bachar el-Assad, les prix ont terriblement augmenté, les gens sont... Donc malheureusement, c'est la même logique, mais dans un contexte qui économiquement change et qui, à mon avis, est encore plus difficile à vivre pour les gens, sans parler du fait évidemment que maintenant la donne a encore changé évidemment sur le terrain et dans les villes. Bon, moi c'est un peu en décalé parce que c'est pas sur Mahmoud que je suis en train de lire mais que je n'ai pas terminé, mais sur nos mères et votre dernier livre de nouvelles dont je me rappelle plus le titre. Ouais. Ah oui, voilà, la contradiction. Et la question, quand je lis, c'est votre utilisation de la première personne du pluriel. Du pluriel, oui. Ouais, du nous. Oui, oui. Parce que dans nos mères, il m'a fallu un moment quand même avant de... Et dans les contradictions, c'est ça ? Il n'y a que des nous. Et ouais. Mm-hmm. Donc voilà, c'était Parce juste... que je suis très seul. Ah ouais, mais je me suis demandé. Parce qu'un écrivain est toujours très seul et en même temps très nombreux, je crois. Donc, non... C'est vrai que je ne sais pas. Je crois que c'est quelque chose que j'aime à la sonorité. J'aime l'idée du on, du nous. Mais je crois que ça rejoint la dimension politique dont on parlait. Pour moi, le nous, c'est le pronom de l'impossible, le pronom de l'utopie. À partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on est réellement un nous ? C'est compliqué, hein, à notre époque particulièrement, mais de tout temps, en fait. Et
Et je trouve que le simple fait de le coucher sur le papier, c'est déjà une forme d'invitation à y penser, à se dire, tiens, dans le musée des contradictions, par exemple, c'est nous qui s'expriment. Est-ce que ce sont vraiment des collectifs? Est-ce que ce sont des communautés? Voilà, c'est ces questions-là qui me traversent. Mais ici, dans Marmoud, c'est pas un nous. J'ai réussi à faire un texte différent. Bonjour et merci beaucoup d'être là. Je suis accompagnée d'un ami qui est syrien et il m'a posé une question. Il voudrait savoir si ce personnage, Mahmoud, est au-delà de ce cinéaste qui vous a inspiré, représente pour vous une autre personne. Et il voulait préciser aussi que ce fameux barrage al-Assad, avant la Révolution, n'était pas connu, en fait. C'était connu des gens de la zone, mais c'était une censure absolue. Voilà, et que c'est à partir de la Révolution que ça s'est su, que ça s'est diffusé. Donc là encore, silence. Parce que dans les années 70, il y a vraiment eu il y a une forme d'endoctrinement, mais bon, je ne sais pas, on peut... C'est juste à titre indicatif. C'est juste parce que lui était là-bas. Il est arrivé à ce temps. Et en fait, à partir de la Révolution, beaucoup de choses ont été divulguées, et notamment cette zone-là, et les atrocités de cette zone. Et voilà. Et donc, pour en revenir à la première question, c'était est-ce que ce Mahmoud est un personnage qui est aussi qui a d'autres origines que ce cinéaste que vous avez évoqué? C'est merci. À la fois, merci pour la question, pour la suite, on pourra même en rediscuter plus tard après la séance. Mais la source, c'est effectivement un documentaire de Omar Amiralay qui s'appelle Déluge au pays du Bass. Étonnamment, c'est Déluge alors que c'est un documentaire qui date, je pense, du début des années 2000. Moi, je suis assez attentif à ce qu'on appelle les synchronicités et justement au moment des printemps arabes, en 2011, en février 2011 précisément, c'est là que Omar Amiralay décède. Et lui qui avait consacré un cycle de 3 films sur l'édification de ce barrage, ironiquement est décédé sans avoir pu voir ce que ça allait devenir au moment de cette guerre civile et en 2017, comme il en est question dans le livre, quand Daesh en prend le contrôle. Et dans ce documentaire, il y a un tout petit moment où on voit un vieil homme sur une barque. Je ne sais plus exactement la fonction qu'il a. Je me demande si c'est pas le vieil instituteur du village. Mais je sais quand le documentaire... Et d'ailleurs, j'ai essayé de revoir le film, mais il n'est plus disponible en ligne. Peut-être qu'il y a moyen de le retrouver dans des médiathèques, je ne sais pas, mais j'ai pas réussi. Et ce bonhomme m'a hanté. Je me suis dit, mais je voulais le voir plus. J'avais envie de rester avec lui et qui nous parle de ce qui avait été englouti, de mieux le comprendre, de le voir, etc. Et à partir de ce moment-là, ça a été un mélange entre cette nostalgie dont j'ai parlé tout à l'heure, que je porte en moi, mais est venu se greffer au visage de Mahmoud, le visage de mon grand-père, voire de mes 2 grands-pères, Un des grands-pères a eu la maladie d'Alzheimer, donc il y avait cette espèce de chose sur la mémoire et l'oubli. Et l'autre, c'était presque dans sa personnalité, c'est lui que je voyais, quoi. Donc c'est écrire un livre et peut-être un personnage, c'est toujours un assemblage de beaucoup de choses. Ça, c'est en plus la partie visible de l'iceberg. Je sais que je travaille aussi avec des choses que je ne peux pas vraiment m'expliquer. Mais en tout cas, il y a ces éléments-là. Moyen-Âge, je me suis posé la question, on revient sur les Russes, mais il y a Akhmatova, il y a Mayakovsky, il y a Blok, il y a Pouchkine, il n'y a pas Mandelstam. Mais c'était trop. Voilà. Je veux dire, non, c'est évident. Vrai. Mais c'est vrai qu'il y a aussi eu des moments de l'histoire de la Syrie où la Russie était très présente. Donc ça me semblait... D'ailleurs, la question des poètes russes, je me la suis posée longtemps. Je me suis dit, est-ce que je dois les laisser? Est-ce que c'est possible? Et en fait, c'est un ami syrien qui, quand il est arrivé en Belgique en 2013, m'a dit combien dans sa famille ils en lisaient, etc. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'en garde, mais je ne pouvais pas tous les citer.
Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai simplement un éloge à faire sur cet ouvrage qui vraiment nous a séduites, fait partie d'un groupe de lecture. Ce livre a fait l'unanimité. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Vous donnez à ressentir, vous donnez à penser, vous nous obligez à de la lenteur, à lire, à relire. Personnellement, c'est un livre que je ne rangerai pas dans la bibliothèque, mais je garderai sur la table de chevet. Merci. Mais c'est le plus bel éloge possible. Hein. Non, mais ça n'a l'air de rien, mais laisser un livre posé sur un coin de table à l'air libre, moi qui n'aime tellement pas être enfermé, vous lui faites un super cadeau à Mahmoud. C'est très bien. Il a besoin de cet espace vacant autour de lui. Merci beaucoup. Bon, c'est peut-être sur ces mots-là qu'on va s'arrêter. Juste peut-être vous dire, dans l'agenda du mois de septembre, et toujours avec les éditions Verdier, qui est une maison d'édition qu'on aime à la librairie particulièrement, vous le savez, nous aurons la venue de David Bosc, le vendredi 23, pour son très beau livre, et aussi très poétique, avec une très belle langue. Le livre s'appelle Le pas de 2001, donc c'est vendredi 23, et je vous invite à venir. Antoine, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous, merci d'être là, merci. Vous avez pu écouter à l'instant Antoine Wauters pour son livre Mahmoud ou la montée des eaux, édition Verdier, à la librairie Ombre Blanche le 7 septembre 2022. Antoine Wauters est aussi l'auteur chez cet éditeur de Pense aux pierres sous tes pas, Moi, Marthe et les autres et Nos mères. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio.